Aujourd'hui, dans notre débat, cette question: se dirige-t-on vers des sécheresses à répétition en Europe? Après une période de canicule intense et durable, des pluies quasiment absentes pendant tout l'été sur tout l'ouest de l'Europe, les sols sont secs et ce ne sont pas les pluies de cette nuit qui vont changer la donne. La végétation a grillé, les cultures meurent sur plan, le commerce fluvial est à l'arrêt. Est-ce une année exceptionnelle ou alors faudra-t-il s'y habituer et s'y adapter? Pour en débattre et pour analyser ces enjeux en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Boulot. Bonsoir. Sociopolitiste à l'INRAE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. À distance, avec nous, Éric Servat, directeur honoraire du Centre international UNESCO sur l'eau à Montpellier, directeur de recherche à l'IRD et professeur associé à l'Université de Montpellier. Vous êtes aussi l'auteur du Grand défi de l'eau chez HarperCollins. Merci d'être avec nous. Éric Servat, ce qui interroge, c'est qu'il a beaucoup plu cet hiver. On se souvient des grandes inondations, beaucoup de cours d'eau ont effectivement débordé. Contrairement à l'hiver 2022, qui était assez sec, on comprend la sécheresse de 2022. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette sécheresse ? Effectivement, vous avez raison de rappeler effectivement que le début de l'année avait été particulièrement pluvieux et que finalement on se pensait à l'abri de mauvaises surprises en ce qui concerne la disponibilité de la ressource. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on est dans une configuration qui est assez vraisemblablement la configuration à laquelle il faudra faire face de manière fréquente, répétée, dans les années et les décennies qui viennent. C'est-à-dire une période hivernale humide, voire très humide, comme c'était le cas cette année, et puis une période estivale qui va démarrer beaucoup plus tôt, qui va être beaucoup plus longue, qui va être beaucoup plus sèche et dont la chaleur et la sécheresse seront beaucoup plus intenses que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc effectivement, et je dirais c'est une chance que nous ayons eu autant d'eau d'une certaine manière en début d'année, parce que ça a permis de recharger les nappes. Or, il ne pleut pratiquement pas depuis le printemps, donc tout ça a été extrêmement sec et nous avons encore de l'eau disponible parce que les nappes ont pu se recharger de manière importante en début d'année. Mais c'est toute cette période de début de printemps, puis ensuite les pluies qu'on a l'habitude d'avoir pendant la période fin de printemps, début d'été, que nous n'avons pas eu et qui font qu'aujourd'hui on est dans une sécheresse qui est une sécheresse des sols en particulier, beaucoup plus que pour l'instant encore la sécheresse hydrologique des nappes qui ont bénéficié de cet apport en début d'année. Et on le voit également, et je vois les images à l'écran en ce moment, on a également, donc du fait de cette absence de précipitations, nombre de cours d'eau qui sont à des valeurs extrêmement faibles en matière de débit. Et l'OFB a publié récemment une carte qui montre que les petits cours d'eau, les grands cours d'eau comme la Loire, là qu'on voit en ce moment, mais aussi les petits cours d'eau sont dans une situation qui est critique, avec des assecs, donc absence totale de débit, pas de poche de résilience d'eau, etc. Il y en a beaucoup plus que jamais observé. Et puis ce qu'on constate, c'est que cette situation ne concerne pas que le sud de la France, qui est d'une certaine manière plus ou moins habitué à avoir des étés compliqués, mais tout ça a migré vers le nord et rend les choses compliquées à l'échelle de l'ensemble du pays. Du pays et même d'autres pays européens, on y reviendra. Gabriel Boulot, il y a donc cette sécheresse climatique, mais alors est-ce que les infrastructures, elles sont aussi responsables de ce manque de disponibilité d'eau ? Alors c'est vrai qu'on a construit des infrastructures pour gérer l'eau à une époque où elle était relativement abondante et on est en train de vivre un climat qui change. Et ce qui est mal adapté, c'est que ces infrastructures, en fait, elles répondent à des usages qui sont gourmands et qui ont pu se développer à une époque où, effectivement, on était en France peu inquiet pour ces ressources. Alors, ce qui se développe aussi avec les infrastructures, c'est que c'est un peu comme les trains qui arrivent à l'heure. Quand une infrastructure, elle marche bien, on ne se rend pas compte qu'il y a une infrastructure, on ne la connaît pas et on sait simplement que quand on ouvre le robinet, l'eau coule. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on découvre qu'en fait, on est dépendant de ces infrastructures. Et comme les barrages, par exemple, c'est ça ? Par exemple, alors vous avez effectivement un certain nombre de cours d'eau qui sont réalimentés. Je pense à la Seine, parce que je dirige un grand projet de recherche sur la Seine, le Pyrénées-Seine, où on a 4 grands barrages réservoirs à l'amont de l'Aube, de la Seine, de la Marne et de l'Yonne, qui cumulés font presque l'équivalent de Serre-Ponçon.
Et en fait, donc, on a l'impression que dans la Seine, il y a toujours de l'eau. En fait, en grande partie, cette eau, elle a été stockée l'hiver et elle vient réalimenter l'été. On n'est pas sûr que dans les années futures, ces barrages seront toujours réalimentés. C'est aussi le cas sur la Garonne, en partie sur la Loire, même s'il y a moins d'infrastructures. Donc il y a comme ça des grandes infrastructures à l'échelle des grands bassins qui permettent d'une certaine façon de complémenter le travail des nappes qui, elles, naturellement stockent les précipitations. Et la présence de ces infrastructures fait qu'effectivement, on n'a pas vu venir probablement dans nos perceptions. Où est-ce que ça pêche du coup? Dans quelles infrastructures? Qu'est-ce qu'il faut redévelopper? Où est-ce qu'il faut réinvestir? Alors, en fait, surtout, ce qu'il va falloir, c'est investir dans des infrastructures qui soient robustes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on veut changer nos usages, si on veut changer nos infrastructures, il va falloir changer beaucoup de choses parce que les infrastructures, elles sont en place pour 50, 100 ans. Et donc, les changer, ça veut dire plein de décisions de beaucoup d'acteurs. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est agir sur les infrastructures futures qu'on va mettre en place. Et là, il me semble très important de favoriser des investissements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, qui tiennent compte du fait qu'on va connaître ces intermittences de façon beaucoup plus fréquente. Ça passe par des stocks, on parle des méga-bassines pour l'agriculture, qui sont controversées par ailleurs. Avant de parler de solutions d'un type particulier, ce qu'il faudrait voir, c'est que toutes les infrastructures qu'on doit envisager, il faut les envisager en se disant que les rendements attendus, les bénéfices de ces infrastructures, de ces usages, ne pourront pas être calés sur les rendements qu'on a eus dans le passé. Il faut absolument tenir compte du fait que on aura des étés secs et on aura beau développer toutes les ressources, toutes les infrastructures qu'on veut. En fait, en termes de grands barrages, on est déjà bien équipés. Et vous parliez de méga-bassines ou de réserves de substitution qui sont des ouvrages qu'on fait en plaine. Mais en plaine, en fait, elles ne se rechargent pas naturellement par ruissellement. Elles se rechargent par pompage, donc au détriment des nappes. Et donc, en fait, quand les nappes seront vides, elles ne se rempliront pas. D'autant plus que à la surface libre, ces ressources s'évaporent aussi davantage. Mais surtout, les usages qu'on avait dans le passé, il va falloir envisager de les réduire. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un hippopotame qui se retrouve dans la rivière, il est bien. Il se retrouve dans le désert, il n'est pas bien. Mais en fait, les lézards dans le désert vivent bien. Donc en fait, on a aussi un effort de sobriété pour s'adapter aux conditions naturelles qui sont en train de changer. Donc on aura beau développer des infrastructures massives, en fait on ne va pas pouvoir les rentabiliser si on ne tient pas compte de ce climat qui change. Donc en fait il y a des usages dans lesquels il faut être plus sobre et envisager de pas une substitution pour faire la même chose, mais il va falloir envisager de faire autre chose. Un usage, par exemple, qui consomme énormément d'eau, c'est l'agriculture. C'est le premier poste de consommation d'eau en France. Eric Servat, quand on voit même des cultures de sorgho qui dépérissent, alors que le sorgho, c'est une céréale originaire d'Afrique de l'Ouest, donc plus résistante aux sécheresses, on voit qu'aujourd'hui, même les récoltes de sorgho dépérissent. Quel type d'adaptation faut-il mettre en place? Vous savez, il n'y a pas d'agriculture sans eau de toute façon. Et il ne faut jamais oublier une ou deux choses. La première, c'est que l'agriculture nous nourrit. Et donc, on a un besoin essentiel d'une agriculture qui produise et qui produise suffisamment dans une optique de souveraineté alimentaire. Et donc, ça, c'est absolument indispensable parce que sans ça, ce que nous ne produirons pas, nous l'achèterons à l'extérieur. Donc, il faut être capable de faire en sorte qu'on ait une agriculture qui produise. Ça veut dire que, et Gabriel avait raison, il faut adapter un certain nombre de choses. Il va falloir travailler sur l'efficience de l'irrigation, développer du goutte à goutte partout où on peut le développer. Il va falloir travailler sur des espèces qui vont permettre finalement d'être moins consommatrices d'eau, plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse. Donc tout ça est extrêmement important. Mais il faudra aussi stocker de l'eau. Et on voit bien que d'une manière ou d'une autre, je dirais ce qui se passe cette année nous le montre. Il y a un certain nombre de principes, mais il y a aussi un principe qui est un principe de réalité. Et encore une fois, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et la question du stockage, et finalement, vous l'avez dit vous-même, d'une certaine manière, quand on dit stockage de l'eau aujourd'hui, on dit méga-bassines. Et ça n'est qu'un type de stockage. Et je voudrais rappeler quelque chose, et là c'est vraiment l'hydrologue qui parle, je voudrais rappeler quelque chose, c'est qu'il y a finalement
vous savez, la problématique de l'eau, elle est universelle. Mais ce sont toujours les conditions locales qui vont dicter la réponse à apporter aux problèmes qui se posent localement. Et il y a donc des endroits où, quand vous avez des nappes qui se vident à la même vitesse qu'elles se remplissent, c'est-à-dire que l'eau qu'elles contiennent ne sera pas disponible en été, il est parfaitement raisonnable d'imaginer mettre cette eau de côté. Et tout ça est très encadré. Vous avez des niveaux en dessous lesquels on n'a pas le droit de pomper dans la nappe, etc. Donc, il y a des endroits où les retenues de substitution ont du sens. En revanche, il serait absolument absurde de vouloir stocker de l'eau avec le principe des retenues de substitution à d'autres endroits où les nappes n'ont pas ce comportement-là. Et pour ça, vous avez d'autres options. Vous avez les retenues collinaires qui s'alimentent à partir du ruissellement, par exemple, et des précipitations. Vous avez des retenues fluviales où on va alimenter à partir là aussi d'eau qu'on va pouvoir prendre à un moment donné dans des grands cours d'eau, par exemple. C'est le cas chez nous du projet Aqua Domitia, où on prend de l'eau dans le Rhône pour l'amener dans le Gard, l'Hérault, l'Aude. Et aujourd'hui, une étude est menée pour voir si on peut amener cette eau jusque dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, il y a plein d'autres solutions sur lesquelles il va falloir travailler parce qu'on ne peut pas avoir de tabou. Le principe de réalité nous rattrape. Il faut faire effectivement des investissements qui aient du sens au regard de ce dont on a besoin. Il faut que ça s'inscrive dans une politique plus globale d'adaptation au changement climatique, mais il faut tout regarder. Et tout regarder en ayant à l'esprit le fait que ce sont vraiment les conditions locales qui doivent dicter les choix que l'on va être amené à faire. Justement, vous parliez des fleuves et il faut tout regarder. Ben, regardons justement la température des fleuves. Et là, je voudrais qu'on parle des centrales nucléaires. La production de la France, la puissance nucléaire de la France est privée de 20% en ce moment parce que certains réacteurs doivent tout simplement s'arrêter parce que l'eau des fleuves dans lesquels ils puisent l'eau pour refroidir les réacteurs est trop chaude. Même si l'eau est disponible, comme par exemple dans le Rhône, vous venez d'en parler, M. Servat, elle est trop chaude, des réacteurs doivent s'éteindre. À ce moment-là, comment on adapte l'infrastructure? C'est vrai qu'il y a des réacteurs nucléaires au Qatar, vous allez me dire, où il n'y a pas d'eau. Alors, dans les ensembles de nos dépendances à l'eau, on est en train de découvrir nos vulnérabilités. Alors en fait, en 2003, lorsqu'on a eu la première canicule, il y a pas mal de secteurs qui ont un peu découvert leur vulnérabilité. Le secteur effectivement énergétique s'est rendu compte que les fleuves pouvaient monter au-delà d'une température qui n'était plus compatible avec le maintien de la vie dans ces fleuves et le prélèvement pour refroidissement des centrales qui en dépendent. Et puis, par exemple, le secteur de la santé s'est rendu compte aussi que au niveau de la température, ça pouvait affecter la santé. On n'avait pas encore compris cette vulnérabilité. Et probablement que ce qui est en train de se passer, c'est que même si on avait le message que, effectivement, le climat était en train de changer, en fait, la perception de la manière dont on est affecté et dont les infrastructures sont affectées, elle n'est pas complètement... elle n'avait pas été perçue de façon aussi nette, aussi concrète. En fait, effectivement, on se représente les choses avec les discours et les idées, mais la perception par les sens, c'est très concret et ça permet aussi de comprendre qu'effectivement, l'eau, alors vous disiez, elle est tiède pour des enjeux énergétiques, c'est effectivement très important. Il va falloir envisager cette intermittence de périodes où on peut refroidir avec les fleuves et de périodes où on ne peut pas. Il va falloir aussi, pour plein d'autres usages, se rendre compte que cette intermittence, elle peut toucher aussi l'eau potable. Il y a plein d'usages qui n'envisagent pas qu'un jour l'eau puisse être coupée au robinet. Il y a déjà des villages en France qui sont ravitaillés par citerne. Tout à fait. Alors, le ravitaillement par citerne fait que, en fait, l'usager s'en rend pas forcément compte que l'eau est menacée puisqu'on maintient le flux dans les robinets. Mais cette intermittence, que ce soit pour des questions de qualité, que ce soit pour des questions de quantité, que ce soit pour des questions de température, elle va se développer. Il va falloir qu'on s'adapte aussi à des conditions où l'eau ne sera pas là, présente en toute saison, dans toutes les situations. Et comme disait Eric, ça sera très dépendant des conditions locales parce que la disponibilité en eau, elle dépend de la topographie, elle dépend de l'hydrographie. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pendant l'été, on ne se servira plus du Rhin
comme autoroute fluviale. Donc je rappelle C'est que le déjà Rhin, le cas, et ça a qui est été relié au grand port de Rotterdam. Tout à fait, tout à fait. La navigation, on s'en rend compte en Europe, et l'Allemagne a fait un retour d'expérience très intéressant à Mannheim de ce point de vue. On se rend compte qu'effectivement, la navigation est très dépendante de l'alimentation du Rhin, notamment. C'est vrai aussi sur le Danube, c'est vrai sur la Meuse en ce moment en France. En fait, le tirant d'eau n'est pas suffisant pour que des péniches d'un certain gabarit puissent continuer leur acheminement. Donc il faut se préparer à des défaillances temporaires ou des mises à l'arrêt d'un certain nombre de services qui ne peuvent plus être assurés par l'eau parce qu'on les a développés dans un contexte où c'était abondant, et cette abondance, elle est derrière nous. Il nous reste peu de temps, mais un dernier point sur l'environnement, Éric Servat. Donc il n'y a pas que la pluie qui remplit nos nappes phréatiques, il y a aussi les réservoirs en altitude, les glaciers, les neiges éternelles. Il y a de moins en moins de neige en haute montagne. Quel avenir pour aussi nos fleuves, car ce sont aussi ces neiges qui remplissent nos fleuves? Oui, absolument, vous avez raison. C'est le cas par exemple sur le Rhône, c'est le cas pour la Garonne par exemple aussi. Et donc ça pose effectivement le problème là aussi qui est d'anticiper, de travailler, de mener un travail de fond sur ce que nous disent les modèles avec lesquels aujourd'hui on est en mesure d'étudier ce qui pourrait arriver dans les décennies qui viennent. Et donc il faut travailler là-dessus. Ce qui veut dire encore une fois que quelque part, c'est ce que je disais, il faut être très pragmatique. Il faut ne pas négliger les besoins d'adaptation que nous avons et qui vont se traduire par des changements dans le domaine agricole, mais aussi dans d'autres domaines, dans ce qui concerne la tarification, etc. Et tout est lié. Vous savez, la problématique de l'eau, et c'est ce qui en fait sa difficulté, c'est que tout est lié. L'eau, c'est finalement le miroir de la complexité de nos sociétés, parce que l'eau est nécessaire partout. Et donc, globalement, effectivement, par exemple, Toulouse est alimentée principalement par la Garonne. Et donc, si il y a en amont des modifications importantes, ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures sans doute assez importantes en ce qui concerne par exemple la tarification pour que chacun apprenne à économiser l'eau, mais il va aussi sans doute falloir faire ce qu'évoquait tout à l'heure Gabriel pour la Seine, c'est-à-dire être capable de stocker de l'eau quand il y en a, quand il y a de la neige qui tombe, quand il y a des précipitations en altitude, faire en sorte qu'on dispose de stocks qui nous permettent de maintenir un niveau d'étiage suffisant, notamment dans la perspective de fragiliser au minimum les écosystèmes. C'est absolument essentiel. Merci Éric Servat. Voilà, c'est la fin de ce débat. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, en tout cas de ces investissements. Malheureusement, pour l'instant, nous sommes dans l'urgence. Merci d'avoir été sur ce plateau. Gabriel Boulot, je rappelle, sociopolitiste à l'INRAE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Éric Servat, en visio, directeur honoraire du Centre international UNESCO sur l'eau à Montpellier, directeur de recherche à l'IRD, professeur associé à l'Université de Montpellier.